Voilà, soyez la bienvenue. Nous accueillerons après vous Éric Coquerel et Gabriel Attal. Vous avez peut-être entendu Jordan Bardella, ou peut-être Marine Tondelier, ou peut-être Raphaël Glucksmann aussi. Alors, petite question politique. Je disais, Édouard Philippe prie évidemment les gens qui sont dans cette salle de bien vouloir l'excuser. Il n'a pas pu être là. Il mène dardard campagne au Havre pour les municipales. Vous avez des nouvelles? Tout va bien pour le candidat, le premier déclaré? Écoutez, la campagne effectivement bat son plein. Je vous renouvelle effectivement les excuses d'Édouard Philippe de ne pas être parmi nous aujourd'hui. Mais effectivement, il fait le choix de mener cette campagne ardemment au Havre, avec un programme qui n'a pas manqué de mentionner sur un de ses 4 piliers la transition écologique, un programme qui a été annoncé hier. Et je crois que ça fait écho et en miroir à ce qu'on essaye de défendre cette écologie, cette transition qui se joue absolument dans les territoires. J'ai entendu effectivement certains des intervenants qui m'ont précédé parler de ces grands enjeux au niveau européen, ces grands enjeux nationaux. Ils sont évidemment importants et c'est pas l'ancienne ministre et députée qui va le nier. Mais effectivement, la transition aujourd'hui, elle se fait où? Elle se fait dans ces territoires. Elle se fait dans cette hyper-ruralité qui sont parfois loin des débats et des discours que l'on peut avoir ici et au niveau national. Et je crois que cette proximité avec les enjeux du quotidien, c'est ce qui se retrouve dans ce que j'ai entendu de votre sondage. Alors justement, Pierre, on va parler allons-y. tout de suite. Notre fameux sondage. 5000 Français interrogés sur le rapport au territoire et sur l'écologie. Et parmi les réponses, il y en a une qui est très intéressante, c'est qu'en termes d'écologie, pour les Français, la priorité, c'est évidemment la préservation de la biodiversité et des espaces verts, mais vient en deuxième position la rénovation thermique des logements. Il y a 38 millions de logements en France. Est-ce que ce n'est pas un problème dont on ne parle pas suffisamment, la rénovation thermique? C'est un des leviers essentiels. Nous voulons nous concentrer sur effectivement des leviers à impact. Et je crois que c'est quelque chose qui ne va pas vous déplaire ici au World Impact Summit. Le logement, la précarité énergétique, c'est un de ces endroits où on peut travailler sur des co-bénéfices, où on est à la croisée des chemins entre les questions budgétaires pour les ménages, les questions de santé évidemment, et de qualité de vie, et les questions de maîtrise de notre dépense énergétique, et donc de sobriété. Je crois qu'on a effectivement des leviers énormes sur le logement, comme on en a sur le transport et les mobilités, et sur l'industrie, on va y venir, j'imagine. Et je crois que c'est dans le quotidien des Français une part qui est devenue extrêmement importante, mais sur laquelle, au-delà des dispositifs qu'on peut mettre en place au niveau national, se joue également une question de compétences et de main-d'œuvre, un tissu et des entreprises qui, effectivement, malheureusement, ne peuvent pas toujours répondre aussi vite aux chantiers auxquels ils ont à faire face, qui est absolument énorme. Et je crois que ça illustre aussi cette imbrication de toutes les questions économiques, environnementales, qu'on a trop souvent, je crois, traitées par des problèmes de culture différentes et de défiance peut-être entre la sphère politique, la sphère économique. Ça illustre le défi que nous avons à faire et à travailler les choses ensemble. Est-ce qu'il n'y a pas une difficulté de mise en œuvre aussi dans ces rénovations thermiques? Parce que des personnes qui rénovent un appartement dans un immeuble de 50 appartements, s'il n'y a qu'un appartement qui est rénové, il paraît que ça sert quasiment à rien. Comment est-ce qu'on peut arriver à des solutions efficaces qui fonctionnent? Alors moi, je crois, et ça a été de longs débats avec des amis de la sphère écolo et environnementale, je crois toujours aux petits pas. Je crois que même si une action isolée semble une goutte d'eau dans l'océan des défis auxquels nous avons à faire face, je crois qu'il ne faut absolument pas, et surtout pas les décourager. Je crois aux vertus de l'exemplarité. Effectivement, on a un enjeu de massification. Les solutions aujourd'hui existent, les solutions techniques. On a une innovation qui nous permet d'espérer des améliorations qui sont assez profondes, mais nous avons ce défi de la massification. Ça veut dire faire se rencontrer des porteurs de solutions et des secteurs industriels pour massifier les processus, pour les rendre accessibles. Et si vous me parlez de cette notion justement d'acceptabilité, cette notion de donner cette transition environnementale et énergétique, de la rendre désirable, je crois que cette notion de massification, de
donner aux Français l'opportunité de se ressaisir de ces enjeux, de reprendre en main leur quotidien au travers de ces solutions, je crois qu'elle est essentielle. Moi, j'ai gardé un souvenir très très vif et même très très ému des discussions qu'on a pu avoir pendant les mouvements des Gilets jaunes. J'étais en Haute-Marne, on avait le plus fort taux d'engagement dans le mouvement rapporté au nombre d'habitants. Une colère qui était sourde et qui était présente depuis longtemps, mais qui n'avait rien à voir, et c'est heureux sans doute, avec la caricature qui en a parfois été faite. On a des gens qui voyaient les transitions à l'œuvre, se sentaient mis à l'index, et ne sachant plus aujourd'hui comment se saisir des solutions. Je crois que la responsabilité politique, elle est là. Vous êtes aussi une femme de terrain, vous avez pu le constater, les questions de pouvoir d'achat dans ce pays sont très fortes en ce moment, et parfois sur certaines obligations de mettre en place des transitions écologiques au sens large. On pourrait parler de la voiture électrique versus les moteurs thermiques. On pourrait parler d'autres choses. Il y a plein de transitions en cours. Les Français, ils ont l'impression qu'on les bride parce qu'ils n'ont pas les moyens. Ils n'ont pas les moyens financiers, même s'ils le souhaitent, de pouvoir faire cette transition écologique. C'est absolument ce que je vous dis, ce que j'ai ressenti de ce mouvement, de cette frustration, de cette colère, qui est simplement liée au fait qu'ils ne peuvent pas s'en saisir et qu'ils n'attendent que ça, qu'on leur donne les moyens et des solutions pour se faire. Quand on voit le succès du dispositif de la voiture électrique à 100 € par mois, quand on voit... Le leasing social. Absolument. On comprend à quel point cette envie, elle est présente. Pour que ça marche, il faut que ce soit beaucoup plus accessible. La désirabilité doit être d'abord l'accessibilité. D'où cette question de massification, d'où cette question industrielle qui est celle d'industrialiser les processus en fait et de pouvoir effectivement faire baisser les coûts, de pouvoir former aussi massivement tous ceux qui vont demain faire et assurer cette transition. Et là, sans angélisme, parce qu'on connaît les difficultés de l'exercice et d'autres sinon l'auraient fait avant nous, on voit à quel point on a des leviers de transformation qui peuvent être et doivent être de réelles opportunités. Moi, ce qui me désespère, j'ai entendu ma collègue Marine Tondelier l'autre jour, tout à l'heure, nous expliquer à quel point cette frustration, elle venait aussi d'une communication, d'un modèle économique qui place les gens dans des injonctions contradictoires. Moi, je crois aujourd'hui qu'on doit absolument entendre ce besoin et ne plus s'enfermer dans ces caricatures. On pourrait parler de ces totems, croissance versus décroissance, par exemple. Tout ça me désespère, parce que c'est une question de sémantique, en fait. Il va falloir, de fait, si on est lucide, il va falloir décroître à certains endroits et croître à d'autres. Pourquoi s'enfermer dans ces caricatures, dans ces clivages qui freinent, qui tétanisent et qui empêchent cet élan dans la transition et cet investissement, cet engagement dans la transition écologique. Pierre. Peut-être sur c'est l'État qui donne le là, c'est l'État qui doit piloter tout ça. Et la place des entreprises privées peut-être aussi. Absolument, aux côtés des collectivités, des différents niveaux de collectivités, l'État stratège évidemment et qui doit être présent là où le marché ne peut pas subvenir à tous les investissements qui sont énormes et qui sont devant nous. L'État stratège, mais des collectivités, des différents niveaux de collectivités qui aujourd'hui et de plus en plus, et c'est heureux, mais je crois doivent amplifier cette coordination de leur action. Et là, on leur donne de moins en moins d'argent pour ça. Et nous travaillerons et nous proposerons effectivement un gros mouvement de décentralisation sur ces politiques de transition écologique. D'abord pour être au plus près. Je crois que la meilleure façon aussi d'emporter l'adhésion, l'engagement des uns et des autres, qu'ils soient décideurs, élus, acteurs économiques, c'est d'être en proximité. Et quand on retrouve ce pouvoir de faire et les moyens effectivement qui vont avec, on retrouve un élan. Alors qu'on développe qu'on réindustrialise le pays ou qu'on développe aussi, l'un n'excluant pas l'autre, des data centers, tout ça consomme beaucoup d'énergie. Alors c'est la question rituelle, mais elle est importante pour bien qu'on comprenne d'où vous parlez sur le mix énergétique. Donc c'est de l'éolien, c'est du solaire plus, c'est du nucléaire comme base. Quelle est la position, la vôtre et celle donc d'Édouard Philippe ?
Alors, moi, je suis très sensible, vous le savez, aux questions de biodiversité. Dans biodiversité, il y a diversité. Je demeure persuadée que le mix énergétique doit rester diversifié et que ces 3 piliers sur lesquels nous travaillons, et la PPE à paraître va le développer. Ces 3 piliers que sont la sobriété, l'efficacité énergétique, les énergies renouvelables et le nucléaire, ils sont absolument essentiels. D'abord parce qu'on le sait, si les enjeux climatiques ont rendu la part du nucléaire indispensable et nécessaire, on sait qu'effectivement le calendrier de mise en œuvre, notamment de ces nouveaux SMR, ne nous permettra pas immédiatement de faire face à nos besoins. On connaît les difficultés en termes d'acceptabilité de certaines ENR, on pense évidemment à l'éolien dans certains territoires. À nouveau, rapprochons la décision de ces territoires. Sur les zones d'accélération, on voit quand la décision est locale, elle est beaucoup plus assumée. Et au passage, même si c'est plus anecdotique par rapport au volume et aux besoins, les projets d'énergie locale, les projets d'énergie citoyens, participatifs, trouvent leur public. Alors, et je ne vois pas de résistance comme on en a dans le discours national. C'est promis la parole à Pierre. Sur photovoltaïque, je discutais récemment avec un chef d'entreprise, vous voyez, qui s'occupe d'autoroutes. Bon, je ne citerai pas la marque. Et donc, ils ont un projet considérable, parce que l'emprise foncière pour les autoroutes est considérable, c'est d'installer, puisqu'on va avoir de plus en plus de stations électriques pour les voitures sur les autoroutes, d'installer des panneaux photovoltaïques dans la broussaille, là, vous voyez, dans les... Et alors, il m'expliquait que, eux, ils sont prêts à financer ça, mais il y a un autre problème, c'est qu'ils se heurtent très souvent à des associations, grand bien leur en face, qui vont défendre la nidification de tel oiseau ou autre chose. Et là, au-delà des délais administratifs, il y a aussi cette question essentielle. Il y a l'écologie avec des panneaux photovoltaïques qui produiraient une électricité non polluante. Et puis, il y a aussi des gens qui défendent au nom de l'écologie. Il faut mesurer les impacts. Et tout était question d'équilibre et de nuance. On peut se poser aussi la question des retenues d'eau. C'est un vrai sujet au niveau agricole. Et à nouveau, il n'y aurait rien de plus désastreux que de se verrouiller ces initiatives. Il faut peser le rapport bénéfice-risque et voir effectivement comment on a des dispositifs sur les séquences ERC, sur les impacts sur les sols, sur la préservation évidemment des espèces protégées, mais qui peuvent, on a un génie écologique qui nous permet aujourd'hui. J'ai inauguré un nombre incroyable de passages à crapauds ou à hérissons. Alors ça paraît anecdotique et on peut en sourire. Sur les autoroutes, oui. Mais ce sont des petits gestes. Aujourd'hui, les solutions fondées sur la nature qui nous permettent de dépasser beaucoup de choses. Il ne faut pas en avoir peur. Il est essentiel de mesurer, je crois, et d'axer, plutôt que de nous crisper sur des sujets qui, mais en termes d'impact, peuvent être assez anecdotiques. Vraiment nous concentrer sur les leviers, les plus gros leviers que nous avons dans l'action. Justement, quels seraient vos leviers en matière d'agriculture ? Alors, sur l'agriculture, c'est pas une histoire de levier, mais surtout de protection de notre modèle agricole qui souffre extrêmement au travers de ces crises, qu'elles soient sanitaires, qu'elles soient évidemment environnementales. Et l'actualité récente nous l'a montré, la nécessité d'être aux côtés des agriculteurs pour lutter contre une concurrence déloyale, la qualité de la production agricole française et plus largement européenne qui est à défendre également, et je pense qu'il faut continuer à travailler sur ces clauses miroirs, mais se poser la question effectivement de comment est-ce qu'on contrôle et comment est-ce qu'on fait valoir effectivement... On continue avec les pesticides et tous les phytosanitaires. Vous dites ça à une ancienne secrétaire d'État à la biodiversité, on sait les impacts. On sait aussi, et je refuse d'enfermer les agriculteurs parce que je les vois en Haute-Marne, où j'ai été députée, et je les vois depuis des décennies travailler, réfléchir, chercher, parce qu'ils sont les premiers conscients des impacts. Ils sont les premiers à avoir envie de se passer de ce type de dépendance, avoir besoin y compris de niveau de production économiquement, et à devoir maintenir aussi un modèle économique qui est fragile, d'où à nouveau cette question d'équilibre. Alors on a la question de la surtransposition. Effectivement, on a voulu être à la pointe. Européennes. Absolument. Oui. Et effectivement, cette ambition, elle est certainement louable, mais quand elle vient déséquilibrer des filières au sein même des fois de l'Union européenne
la question évidemment se pose. Et à nouveau, je crois qu'il faut vraiment concentrer nos moyens sur la recherche. Pourquoi est-ce que sur les néonicotinoïdes, on est encore sur cette réflexion et sur ces blocages? La recherche aujourd'hui doit, y compris sur les sujets les plus difficiles, nous proposer des alternatives. Ça prendra du temps. Et absolument, et puis ça demande quelques moyens, mais c'est extrêmement passionnant, parce qu'à nouveau, les agriculteurs français ne sont pas les caricatures refusant le changement que l'on veut parfois leur faire endosser. La transition nuit au revenu des agriculteurs. C'est-à-dire le fait de devoir. Il peut y avoir dans une phase de transition, il peut y avoir effectivement un surcoût. Alors sur le long terme, on est assez persuadé du fait que tout ça se rééquilibre, mais cette nécessité de les accompagner dans la transition, budgétairement parlant aussi, en matière de redirection de certains flux financiers, on peut le corriger. Merci. Merci beaucoup, Bérengère Abba. Merci beaucoup. Et donc, bonjour à Édouard Philippe. Bonne campagne pour l'ancien Premier ministre. Merci beaucoup. Merci de votre venue. Merci d'avoir pris du temps.